Quand on est romancier, on a tous vécu ce genre de moment. Mais oui, mais c'est ça. On a l'idée du siècle, et c'est le feu d'artifice dans notre tête. On se dit que c'est le succès assuré, le futur best-seller. Et même une adaptation en film, pourquoi pas. Et la route vers les Oscars. Alors, on se met à écrire. Chapitre 3. Un court instant, Jake les observa silencieux. Chapitre 7. J'ai compris que Jake allait raccompagner à Baker House. Chapitre 13. Chapitre 29. En parallèle, elle devait également faire des recherches sur Jack et Samantha. C'est quoi cette merde? C'est qui lui, Jack? C'est qui? Jake? Il s'appelait Jake avant? Eh Mais si Jack devenait Jack. On pourrait même aller plus loin. Je pourrais dire, voilà, c'est comme ça dans le tome 1 et dans le tome 2, je vais l'appeler John. Je m'appelle Julien Cordier et je suis romancier indépendant. Mon style d'écriture, des histoires qui sortent des cases, souvent inclassables par leur genre, et qui partagent un message important sur notre vision du monde. La vidéo, j'adore ça. Alors quoi de mieux que ce format pour partager avec vous ce bistrot littéraire dans lequel je vous partage mes trucs et astuces. C'est parti. Oh, bonjour, vous êtes là? Bienvenue dans ce bistrot littéraire, ce premier bistrot littéraire. Installez-vous, prenez un café, un thé, un chocolat chaud, mettez-vous à l'aise. Dans cette émission, je vais vous présenter mes trucs, mes astuces, ma manière de créer des personnages dans les romans, ma manière de leur donner vie. Il est vivant! Alors je précise, voici mes romans. Ce que je présente dans cette émission, ce sont mes trucs, mes astuces, ma manière d'écrire. Libre à vous d'en prendre une partie ou tout, ou carrément de tout jeter par la fenêtre. Alors, je vais vous présenter les 3 clés que j'utilise pour créer mes personnages dans mes romans. La première étape consiste à mettre en place l'identité du personnage. Alors l'identité est composée de 2 parties. L'identité externe, c'est-à-dire l'apparence du personnage, son nom, son prénom, voire son surnom, son rôle dans la société, dans le roman, sa place en fait. Tout ce qui est visible de l'extérieur par rapport aux autres personnages. Ensuite, il y a l'identité interne, la psychologie du personnage, ce qui fait de lui un véritable être vivant avec des émotions et des connaissances. Ouais, les émotions, je connais. Viens là que je t'embrasse. Pour ce qui est de l'identité externe du personnage, la première chose que je vous conseille, c'est de mettre en place son nom et son prénom. Et si possible, un nom et un prénom en adéquation avec ce personnage. Il va de soi que si vous créez, par exemple, le personnage de Mamadou, 19e représentant de sa famille dans le fin fond de l'Alsace, agriculteur de père en fils, dont le visage ressemble très fortement à un chanteur de K-pop, ça va pas trop le faire. Salut à tous, je m'appelle Mamadou et mes amis m'appellent Bébert. Je suis agriculteur en Alsace et j'adore la choucroute. Alors si vous ne savez pas comment appeler votre personnage, pas de panique. Il y a une petite astuce que j'utilise personnellement très souvent et qui marche du tonnerre. Pour ce qui est de lui donner un nom et un prénom cohérents avec son environnement, une fois que vous avez défini le lieu et la date de naissance, l'astuce très simple consiste à aller sur votre moteur de recherche préféré et par exemple de taper quelque chose comme prénoms les plus donnés en France en 1984. À partir de là, très souvent on accède à des top 50, top 100 des prénoms les plus donnés l'année-là et ça vous permet d'avoir une liste énorme sur laquelle vous pouvez aller piocher et prendre celui qui vous plaît le plus. Alors toutefois, il y a des exceptions. Dans mon dernier roman, Crystal, qui s'est écrit avec un Y et non un I, il y a le personnage principal qui s'appelle Christine Miller. Christine avec un Y et non un I. Pourquoi Christine? Si vous regardez sur internet, la courbe de démographie montre que le prénom Christine était très populaire au milieu des années 60. En revanche, en 1984, plus beaucoup de bébés qui s'appelaient comme ça. Alors pourquoi j'ai décidé de l'appeler Christine? Très simple. En fait, le sujet du roman, c'est les enfants cristal, d'où le titre du livre. Les enfants cristal sont considérés très souvent comme des personnes qui se sentent un peu comme des extraterrestres au milieu de la société, qui se sentent des êtres à part, différents. Oh oui, t'as tout compris, t'es différent.
Christine est différente et cette différence, je l'ai remontée jusqu'à son prénom, son identité externe. Et j'ai même appuyé cette différence avec ce Y dans le prénom, qui revient jusque dans le titre pour marquer vraiment le sens de l'identité de ce personnage qui est au cœur du roman. Alors pour en finir avec l'identité externe du personnage, il reste encore à décrire son apparence. Et à partir de là, il y a plusieurs manières de faire. Mais moi ce que je vous conseille, c'est ce que je fais le plus souvent possible, quand c'est possible, c'est plutôt que de décrire le personnage de manière purement textuelle et factuelle, décrivez-le plutôt à travers le regard d'un autre personnage, ainsi que tout ce que cela provoque chez ce personnage-là. Par exemple, plutôt que de décrire un truc du genre « Jérémy entra dans le Starbucks et se glissa dans la file d'attente. Tout à coup, il remarqua la femme devant lui qui ressemblait tant à Clara, son ex. Elle faisait 1,65 m, blonde, cheveux bouclés jusqu'aux épaules, silhouette svelte, hanche féminine, son cœur se mit à battre à la chamade. » Plutôt que d'écrire ça, on pourrait écrire la scène en la voyant à travers son regard à lui. Jérémy entra dans le Starbucks et prit place dans la file. Et là, d'un seul coup, son cœur s'emballa. Cette chevelure blonde et bouclée jusqu'aux épaules, il la reconnaîtrait entre mille. C'était Clara, son ex, ou plutôt son sosie. Il pouvait même deviner sa taille, 1,65 m, quand il se revoyait la serrer contre lui, sentir son front effleurer son menton. Seule sa silhouette svelte et ses hanches féminines différaient un peu de ses souvenirs, mais cela ne faisait que la rendre encore plus désirable. Vous voyez, cette manière de faire est beaucoup plus immersive, beaucoup plus authentique, personnelle. Elle va toucher au sens. Même le lecteur peut introduire ses propres souvenirs en guise de référence par rapport au personnage. Ça va toucher l'intérieur du lecteur. Et lorsque le lecteur peut s'identifier au personnage, là, vous avez tout gagné. Ce qui nous amène donc à l'identité interne du personnage. Et alors, c'est là que les choses se compliquent. À partir de là, on peut mettre en place ce que j'appelle le trépied psychologique du personnage. Ce sont 3 choses simples mais essentielles. Le premier point, c'est son désir. En gros, c'est ce qu'il veut. Son objectif avant les bouleversements, avant que tout ne parte en vrille. 2, c'est son besoin. C'est souvent l'inverse de son désir. C'est quelque chose qu'il ignore mais dont il a profondément besoin pour évoluer. Et 3, sa blessure originelle, la cicatrice du passé, celle qui crée sa faille principale, celle qui peut le pousser à basculer du côté obscur ou carrément le mener à sa perte. Alors établir ce trépied psychologique, c'est quelque chose que vous allez sans doute entendre dans beaucoup de conseils d'écriture. Mais vous avouerez quand même que créer par exemple le personnage d'une femme à qui il n'arrive absolument jamais rien de mal, vous l'aurez compris, c'est chiant à mourir quoi. Dans n'importe quel roman, ce sont toujours les épreuves traversées par le personnage qui nous permettent de vibrer, d'apprendre quelque chose, de ressentir des émotions. Et c'est précisément ça que le premier point du trépied psychologique, le désir, est si important, car il montre la vision du monde avant que tout bascule. Donc voilà, je pense que vous avez vu l'importance du trépied psychologique. En jouant sur ces 3 points du trépied, on va mettre en place toute la psychologie du personnage et ses bouleversements internes. C'est ce qui va amener de l'ampleur dans l'histoire, de l'importance et qui va captiver le lecteur. Pour la suite, je vais vous définir ce qui, selon moi, permet de créer un personnage captivant. Là, je vais vous parler de l'arc narratif. L'arc narratif qui est aussi important que le trépied psychologique. C'est l'arc narratif et le trépied ensemble qui vont créer cette symbiose, cette harmonie avec tous les personnages et ce qui se passe dedans. L'arc narratif, il y a 1000 façons de le raconter, mais vraiment 1000. Bienvenue dans le multivers et ses possibilités infinies. Alors comment en trouver une qui soit capable de captiver votre lecteur? Alors là, je vais vous donner une petite astuce. De mon point de vue, un personnage n'est pas une seule et unique humeur. En fait, je vais vous donner un cas concret. Imaginons un flic torturé, dont la femme et le fils ont été assassinés par un serial killer 10 ans plus tôt. Ce flic-là est toujours morose. Il se lève morose, il s'habille morose, il va au travail morose, il ne rigole jamais. Et même quand il est avec ses collègues qui lui font des blagues, il reste sérieux, il n'adhère pas du tout à leur manière d'être. Il ne pense qu'à une chose, arrêter les criminels.
Eh bien, vous voyez, ce genre de personnage est un personnage à humeur unique. Et de mon point de vue, je trouve que ça tue très souvent l'ambiance au bout d'un certain temps. Pour moi, un personnage est un personnage à multiples humeurs. Parce que dans la vraie vie, ce personnage qui pourrait exister, un flic qui aurait vécu ce genre de drame, eh bien malgré tout, ça n'empêcherait pas que ce flic aurait des amis. Le soir après le boulot, il pourrait très bien aller boire une bière avec eux et raconter des blagues absolument délirantes, éclater de rire. Ce flic pourrait très bien aller faire ses courses un samedi matin et un jour de verglas, pas de bol, il sort du magasin et le cul par terre. Premier réflexe humain et universel et stupide consisterait à regarder autour de lui, voir si quelqu'un ne l'a pas vu tomber de manière très bête. Voilà, ce sont des scènes qui dénotent complètement de ce personnage torturé, mais qui contribuent à le rendre humain. Parce que ce personnage-là, eh bien, on le voit en entier. On le voit avec ses humeurs différentes, face à différentes situations. C'est ce qui va le rendre coloré, festif, pétillant, vraiment humain. Une petite scène, mais rapide et sans exagérer, sans en mettre partout. Sinon, ça allonge le roman et ça casse le rythme aussi. Il faut vraiment que ce soit ponctuel et bien dosé. Un autre conseil que j'ai envie de vous donner aussi pour embellir ce côté captivant du personnage, c'est une règle d'or. Soyez subtil. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous allez essayer de décrire ce que ressent le personnage, ne soyez pas trop direct et factuel, ne donnez pas l'information. Du genre, Steve était en colère parce que Jack l'avait rabaissé. C'est informatif, oui, mais émotionnellement très plat. Préférez plutôt une formulation comme Steve devint étonnamment silencieux. Son regard se détourna, sa mâchoire se contracta lorsque Jack évoqua ce moment où il l'avait piqué au vif devant tout le monde plus tôt dans la journée. Ici, vous ne décrivez plus la colère, mais les signes de la colère. Ce n'est plus vous qui donnez l'information, c'est le lecteur qui devine l'information. Et ça, c'est très important. Restez subtil au possible pour que le lecteur participe, s'investisse dans l'histoire et s'identifie au personnage. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Lorsque votre ami vient vous voir et vous dit « Je suis triste ». Vous voyez, c'est un petit peu formel, quoi. Je veux dire, on comprend. Vous faites marcher le cerveau gauche, vous comprenez. Par contre, vous ne vous impliquez pas plus que ça dans l'émotion. Par contre, si vous voyez votre ami, les yeux qui s'abaissent, le dos qui s'affaisse, l'expression qui soupire, là, disons que c'est un peu plus émotionnel. Vous devinez ses émotions, vous voyez le combat intérieur qui se fait en lui. Ce sont les micro-expressions qui sont importantes. Et c'est pareil dans un roman. Pour le rendre réaliste, il faut que le lecteur, lorsqu'il lit ce que vous écrivez, il se voit à travers les yeux du personnage et ce qu'il ressent. Et lorsque vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné. Donc la règle d'or, soyez subtil. Ne l'oubliez jamais. C'est au lecteur de deviner et pas à vous d'amener l'information. Un dernier point important que je trouve. Soignez votre personnage en vue du climax. Alors c'est quoi le climax? C'est ce moment décisif dans le roman, très souvent vers la fin, où toutes les pièces que vous avez mises en place dans le livre vont prendre leur sens. Tout ce combat intérieur que le personnage a traversé à travers les épreuves, qu'il l'a mis face à ses limites, à tout ce qu'il se sentait incapable d'accomplir, c'est ce moment où le personnage fait face à la conclusion de lui-même. C'est là où le personnage devient enfin lui. Alors tout le monde connaît cette scène du film Matrix et honnêtement je ne connais pas mieux pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Et donc si vous restez subtil dans sa description, que vous mettez bien en place le trépied psychologique et que vous venez mettre l'arc narratif qui vient foutre la merde dans sa vie, à partir de là, va venir les petites épreuves qui vont le pousser jusqu'à ce moment où vous voulez qu'il craque, vous voulez qu'il devienne lui. Et quand vous travaillez bien ce moment tout au long du roman, et bien justement, c'est là où le climax amène un feu d'artifice d'émotion à la fin. Et ça, ne le négligez pas, c'est très important. Et il y a encore un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est mon avis personnel, pareil, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais c'est selon moi le signe que vous êtes sur la bonne voie lorsque vous écrivez votre roman. Parce que comme beaucoup, vous allez commencer votre histoire, vous allez mettre en place les bases de l'arc narratif, la description des personnages principaux, leur évolution initiale dans le roman, leur univers, mais il arrive ce moment où vous les avez suffisamment bien décrits et en fait, ils prennent le contrôle du roman. Tu fais fausse route, je vais te dire ce qu'il faut écrire.
Et en fait, c'est le personnage qui commence à me dire « Non, tu peux pas écrire cette scène. » Non. Et résultat, je me retrouve à casser complètement le plan. Et des fois, ça m'a créé des rebondissements de dingue dans les romans parce que c'était pas prévu et parce qu'à ce moment-là, j'ai senti que le personnage me disait « Non, ce n'est pas ce que je ferais. » Et là, c'est trop simple. Et à partir de là, quand le personnage commence à prendre contrôle de votre plume, pour moi, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Parce que là, c'est que vos personnages deviennent vivants. Et c'est très important. C'est là où le lecteur va vraiment se mettre au cœur du personnage, devenir lui, s'identifier à lui. C'est très important. Alors le troisième point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est l'importance de faire des fiches personnages. Alors oui, je sais, c'est le conseil que vous entendez sur toutes les vidéos d'auteurs, de conseils d'écriture. Mais si vous l'entendez partout, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est extrêmement important. Parce que sinon vous en arrivez à des situations comme j'ai décrites dans cette intro de vidéo. En fait, imaginez, vous commencez à décrire au début du roman une femme blonde, et 200 pages plus loin, vous avez un peu oublié à quoi elle ressemblait, mais vous dites qu'elle est brune. Un peu chelou quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucun problème. Après, il y a différentes manières de faire des fiches personnages. Et moi, pour ma part, j'ai évolué 3 fois sur la manière de les faire. Sur Allison, la toute première version, j'ai commencé par faire en fait un dossier sur mon ordinateur dans lequel je créais un dossier par personnage. Et dans chacun de ces dossiers, je mettais un fichier Word au nom du personnage. Et dans ce fichier Word, j'y mettais toute la description textuelle du personnage, des fois des références à des pages. Plus facilement, je mets carrément des copier-coller de phrases du roman à un endroit où je décris par exemple une chose sur le personnage, ce qui me permet ensuite de faire rechercher sur cette phrase. C'est plus facile pour retrouver dans le roman. Mais ma première méthode consistait à faire ça, ce qui était la base et ce qui était très bien. Par contre, lorsque j'ai commencé à travailler sur Crystal, j'ai remis en place ces bases-là au début, mais alors tout de suite, cette fois-ci, j'avais l'expérience de Allison, j'ai commencé à imaginer que je tournais le film. Et vu que là, c'est purement imaginaire, je me suis dit que j'avais budget illimité. Alors là, ce que je faisais, c'est que j'allais sur internet et j'imaginais quel acteur je verrais bien dans le rôle de ce personnage. Un petit indice, Tom Cruise est dans Crystal. Oui, allô Tom? Ah salut, ça va? Ouais, c'est cool. Toujours dispo samedi pour une bouffe? Ouais, pas de soucis, ouais. Quoi? Ouais, non, bon, pour ton jet, ouais, on trouvera de la place dans le jardin. Au pire, on poussera le trampoline des enfants. Ouais, pas de soucis, ouais, t'inquiète. Ou au pire, tu peux peut-être y aller, tu peux peut-être sauter en parachute comme tu fais d'habitude. Ouais? Ok, bon, pas de soucis. Puis juste une petite chose, si tu croises Scarlett, tu pourras lui dire que j'ai un rôle pour elle dans le tome 2? Ouais, c'est cool. Allez, salut, bise. Et je commençais à imaginer donc les acteurs que j'aimerais voir dans mon film. Je trouvais une photo de ces acteurs dans la posture que j'aimais bien, avec le look que j'aimais bien. Et une fois que j'avais cette photo, je la mettais dans mon dossier personnage qui me permettait de revenir un petit peu sur comment j'avais imaginé ce personnage au moment où je l'ai créé. Donc en ressortant cette photo par exemple de Tom Cruise, ça me permet de redécrire ce que je vois sur la photo. Et donc de prendre plaisir en plus à faire ces fiches personnages parce que j'ai l'impression qu'on va bientôt voir le film à Hollywood. En revanche, après pour Crystal tome 2, en fait plutôt que d'aller chercher des photos d'acteurs que je verrai dans mon film, je les ai créées par IA. Mais ces photos me permettent d'avoir un rappel physique de l'allure du personnage, mais également, et ça c'est très important pour ceux qui ont un style cinématographique comme moi ou qui veulent créer un univers visuel autour de leur roman, ces photos-là m'ont servi ensuite aussi à créer la couverture. Les personnages que vous voyez sur la couverture sont les personnages que vous retrouvez dans mes bandes annonces et qui jouent les véritables scènes du livre. L'IA permet aujourd'hui ce genre de choses et c'est extrêmement puissant en fait pour des auteurs indépendants qui n'ont généralement pas vraiment beaucoup de revenus et ça permet de créer des photos que vous avez le droit d'utiliser et que vous pouvez utiliser pour les couvertures de romans, pour les bandes annonces, pour vos flyers, votre promo sur les réseaux sociaux, pouvoir donner des visuels vrais de vos personnages dans des situations correspondant cette fois-ci au roman. Et ça c'est absolument génial.
Moi, pour ma part, qui est un style très cinématographique, j'y ai trouvé mon bonheur. Et là, j'avoue que je ne pense pas changer de méthode sur le prochain roman. Donc si comme moi, vous voulez créer un univers visuel autour de vos romans, cette méthode pour créer vos fiches perso, je pense est adaptée pour vous. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce premier bistrot littéraire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi dans cette vidéo. Et s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans de prochains bistrots littéraires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me permettra de savoir comment prioriser les sujets. Entre autres, on pourrait voir comment faire les bandes annonces des romans à partir de cette méthode que j'ai décrite, ou alors l'importance du plan pour écrire un roman. Ce sont des sujets comme ça, mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les proposer. Et n'oubliez pas, je suis auteur indépendant, je n'ai pas d'éditeur, pas de producteur, pas de gros budget. Mon seul moyen de faire connaître mon travail, c'est grâce et uniquement grâce à vous et à votre participation. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, à commenter et à partager la vidéo, parce que cela me permettra de remonter dans l'algorithme YouTube et à faire connaître mon travail davantage à d'autres personnes. N'oubliez pas que si mes conseils vous ont servi, ils pourront servir à d'autres. Donc voilà. Je vous l'ai dit, hein, auteur indépendant, pas de budget. S'il vous plaît, partagez. Au moins le prochain coup, j'aurai peut-être des bandes noires qui tiennent. Bon, allez, plus sérieusement, je vous dis à la prochaine.